Bonjour à tous, nous allons étudier les flots à travers 10 notions essentielles pour les comprendre. Pour commencer, nous allons parler de capacité. Alors évidemment, qui dit flot dit eau. Donc on parle bien de circulation d'eau. Ici, on regarde les 3 tuyaux qui sont présentés en photo. On est bien conscient que la quantité d'eau qui circulera à travers ce tuyau-là sera forcément plus importante que celle qui peut circuler ici ou celle qui peut encore circuler là. Bien sûr, elle peut être plus importante, ça peut aussi être la même. On n'est pas obligé de remplir le tuyau. Simplement, on sait quand on place un tuyau de cette largeur-là qu'on pourra y faire passer une grande capacité. Cette capacité, elle va se définir de la même façon pour les graphes. Sur les arcs, on va considérer qu'il y a différentes tailles d'arcs et on va appeler cette capacité C de U, c'est-à-dire capacité sur l'arc U. Ainsi, ici sur un graphe qui sera un graphe de flot, sa particularité est la suivante. Comme on travaille sur de l'eau, par exemple, eh bien, il y a forcément une entrée d'eau qui permet de faire pénétrer l'eau à travers tout le graphe, une sortie ici, E et S représentant bien sûr entrée et sortie, pareil, seul sommet qui permet de faire repartir l'eau de tout le graphe, un graphe qui pourrait par exemple ressembler aux canalisations d'une maison. On voit bien comment ça se passe, il y a des entrées d'eau qui circulent et qui distribuent aux différents robinets, et puis les sorties en évacuation. Ici, plutôt que de dessiner les graphes de plus ou moins, les arcs de plus ou moins grande largeur, on a préféré leur donner une capacité sous la forme de ces nombres qui sont des étiquettes. Donc quand je mets un slash 60, eh bien je veux dire que la capacité de cet arc-là, elle est de 60 aussi bien, c'est un gros tuyau. Alors que là, quand je mets 30, eh bien c'est un tuyau plus petit, là 10 encore plus petit. Donc plutôt que de les représenter, on a plutôt préféré les chiffrer. Deuxième notion, la loi de Kirchhoff. On va regarder tout de suite une petite vidéo qui va illustrer cette loi. Donc là, il s'agit de Victor, il y a quelques années, qui nous fait une présentation de son graphe de flot. On est à la plage, où j'avais emmené tout mon groupe d'étudiants. Alors, si vous regardez ce graphe, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ici, vous avez des arcs qui sont dessinés de plus ou moins grande capacité. Vous voyez des tout petits et puis vous voyez des beaucoup plus grands. Ici, vous avez en fait des sommets qui sont la jonction entre deux capacités ici, donc les sommets. Et vous voyez bien l'eau qui circule de cet espace ici, qui était la mer, puisqu'il s'était mis au bord de la mer, vers ici, ce qu'on appelle aussi la source et le puits. Donc on peut appeler ça entrée-sortie, ou on peut appeler ça source et puits. Voilà. Donc vous comprenez bien que l'eau circule à travers ce graphe. Que évidemment tout ce qui arrive ici à un sommet doit repartir, rien ne disparaît. Alors évidemment on est à la plage, il y a un peu d'eau qui s'infiltre, mais globalement la totalité de l'eau qui arrive ici repart ou par cet arc-là ou par cet arc-là. Et bien ça c'est la loi de Kirchhoff, rien ne se perd, tout est distribué, tout ce qui arrive repart. Ainsi, sur un graphe, eh bien, nous allons faire passer une quantité d'eau. Vous êtes bien conscient que cette quantité d'eau ne représente pas forcément la totalité de la capacité. Je peux choisir sur un gros tuyau d'y passer un tout petit filet d'eau, voilà, ou de le remplir complètement. Ainsi, ici, par exemple, je décide sur un tuyau qui est plutôt large de 60 de n'y passer que 50 quantités d'eau. Voilà, j'aurais pu choisir d'y passer 5, 10, 15, 20. Ici, le 60 ne changera jamais, c'est un tuyau, c'est une largeur de tuyau, comme dans notre dessin précédent, la largeur de la rigole a été creusée, elle ne va pas changer. Par contre, la quantité d'eau qui va circuler dessus, elle change. Si j'envoie beaucoup d'eau, il y aura beaucoup d'eau. Si j'envoie un tout petit filet d'eau, il y aura un tout petit filet d'eau. Donc là, imaginons que dans mon graphe, je décide d'y faire passer 50 ici sur cet arc-là. Ces 50 qui arrivent à ce sommet-là, si on se réfère à l'eau, il faut bien qu'elles repartent. Donc elles repartent avec les 20 ici,
les 30 qui sont ici, et puis sur les autres arcs, eh bien, il n'y a rien, puisque si c'est 50 qui arrivent, c'est 50 qui doivent repartir en flot. Donc, une fois qu'elles sont parties comme ça, eh bien, je suis bien obligée de continuer jusqu'à la sortie. Les 20 qui sont arrivés ici arrivent ici. Les 30 qui partent ici, voilà, doivent être répartis de part et d'autre. 15 partiront là-bas, 15 partiront là. Attention, c'est moi qui ai choisi cette répartition, ici, d'un côté et de l'autre. Une fois que je récupère ici les 20 qui arrivent plus les 15, eh bien les 35 doivent repartir vers la source. Eh bien ça c'est la loi de Kirchhoff, c'est tout ce qui arrive à un sommet doit repartir, rien ne se perd. Poursuivons avec la notion numéro 3, celle d'admissibilité. Alors là c'est une notion évidente, j'ai mis une gouttière qui déborde. Il est évident qu'on ne peut pas faire passer plus d'eau dans un arc que la capacité. C'est absolument impossible. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça déborde. Et si c'est sur un tuyau en plastique, ben on voit bien que ça va déborder aux jonctions avant d'entrer ou en sortant. La capacité est une limitation. On peut faire passer moins, on peut faire passer 0 éventuellement, avec des systèmes où par exemple, je pourrais mettre des petites barrières qui empêchent de passer sur un endroit, qui remontent un petit peu pour permettre de passer un petit peu d'eau, voilà. Donc, je peux passer moins, mais je ne peux pas passer plus. Girafe, eh bien, il m'est absolument interdit de mettre un flot ici qui est plus grand que la valeur de la capacité. Avec ces deux notions, on est capable de construire un flot sur un graphe. Ainsi, je vais reprendre le flot précédent. J'avais déjà commencé ici à remplir le début avec mes 50 que j'avais transférés jusqu'au bout. Je vais imaginer par exemple que je veuille essayer d'y passer 25 ici et 40 ici. Donc je passe les 25 en me disant il faut ensuite prolonger mon travail. Une fois qu'elles arrivent ici, il y a 0 qui sont arrivés là, 25 ici, j'en envoie 20 par ici et puis 5 par ici. Bon. Quand ça arrive, les 20 ici, je dois les additionner avec ce que j'ai déjà. Donc il va falloir que je vienne modifier le flot qui correspond ici pour obtenir quelque chose qui soit plus à même de répondre à ce que je veux. Mais c'est possible. 20 plus 15 me donnera 55. C'est possible de le modifier. Par contre, quand j'arrive avec mes 40 ici, eh bien, je suis largement embêtée. J'ai mis 40 parce que je me suis dit, j'ai 40 en sortie. Donc, logiquement, quand je construis mon flot, je regarde un petit peu ce qu'il y a après, puis je me dis, tiens, comment je vais les répartir? Donc, j'imagine amener 40, je me dis, il y a 40 derrière. Sauf que, là, il y a des A5 qui arrivent ici. Donc, je me dis, bon, du coup, ça fait 45 qui arrivent. Ah, je suis déjà coincé. Je vais être dans l'obligation, du coup, de diminuer cette valeur de flot-là. Mais si je continue à regarder, les 30 que je veux passer ici, qui sont ma volonté, vont arriver ici. Or, je regarde bien, je n'ai pas de disponibilité ici. Je n'ai plus que 5 ici pour envoyer et 5 là. Je suis donc contraint de diminuer cette valeur-là que je voulais essayer de faire passer dessus. Je vais la diminuer donc de 5 par rapport à ça et de 20 par rapport à ça, puisque celui-ci, je ne peux passer que 10 qui s'ajouteront à celui-là et celui-là. Donc, je vais me retrouver de ce type. Donc, ici, on retrouve les 15 que j'ai dû diminuer à droite, enfin ici, de chaque côté. Voilà. Donc, j'ai 15, puisque 15 plus 5, ça va bien me donner les 10 qui vont partir ici et les 10 qui vont partir là. Et puis ici, j'ai ajusté les différentes valeurs parce que faire attention, comme cette fois-ci j'ai rajouté 5 ici et 5 là, eh bien je n'avais plus 15 qui arrivaient, mais 20, donc c'était plus 55, mais 60 qui sont venus. Et là, de la même façon, avec les 0 plus les 10 ici, eh bien j'obtiens le 30 qui est ici. Donc ça, c'est la construction d'un flot quelconque d'ailleurs. J'ai juste choisi des valeurs à l'entrée et essayé de poursuivre ces valeurs jusqu'à la fin pour que tout ce qui rentre en E sorte de S. J'en profite pour parler du flot Φ0. Donc ça, ce sont les flots sur les différents arcs. On appelle ça Φ de U sur C de U. Vous voyez, donc c'est une notation. Certains choisissent d'autres notations. Celle-là, c'est ma préférée. Mais il y a un flot qu'on appelle Φ0 qui n'existe pas réellement, qui est celui qui rentre ici
et qui pourrait s'en ressortir là, qui est donc la somme de tout ce qu'il y a après dans le E ou de tout ce qu'il y a avant dans le S. Une façon de vérifier que j'ai bien transféré mon flow correctement, c'est de faire la somme de ça. Donc je vois que j'ai passé 50 plus 25 plus 15, 90. Et donc normalement, à la sortie ici, je dois retrouver 90, ce qui est le cas. C'est quand même une preuve que j'ai bien fait la répartition et que je ne me suis pas trompée. Donc là, j'ai construit un flow quelconque. Petite pause. Pourquoi je suis en train de faire ça en informatique? Puisque pour l'instant, j'ai fait l'amalgame avec l'eau, c'est le plus facile. Eh bien, parce qu'en fait, les flows, ce sont aussi tous les flux de données dans les réseaux. Donc, toute une partie de votre formation concerne justement les réseaux, la transmission des informations. Eh bien, ceci est quelque chose qui est en lien avec ce domaine-là. C'est-à-dire, on a bien remarqué avec le confinement les problèmes de débit dans les maisons. Donc, c'est bien une histoire de flux qui s'y passe. Donc là, c'est entre la maison et le circuit Internet. Et vous avez la même chose dans les entreprises, des problèmes de flux qui font que quelquefois ça ne fonctionne pas correctement, qu'il faut changer le câblage, et tout ça a donc un lien avec ce qu'on est en train de faire. Il faut évidemment prévoir des capacités. Alors on ne dit pas que la totalité sera utile, mais d'avoir des notions, c'est très important pour comprendre la suite sur les réseaux. Poursuivons dans nos notions. Nous arrivons à la 5e qui parle de la saturation des arcs. Alors on reprend, j'ai repris exactement celui que je venais de construire précédemment au niveau de ce flou. J'ai simplement fait remarquer deux choses. Il y a des arcs que j'ai notés en bleu ici, qui ne contiennent rien. Ils sont vides. Et c'est ce qu'on va appeler des arcs insaturés. À l'opposé, il y a des arcs dans lesquels on ne peut plus rien mettre du tout. Ça, c'est ce qu'on va appeler des arcs saturés. Il faut faire très attention parce qu'il y a aussi des arcs qui sont ni saturés ni insaturés, c'est-à-dire ceux dans lesquels il y a quelque chose mais pas la totalité. Ces notions sont importantes sur le graphe d'écart qu'on verra par la suite. Donc ici, j'ai donc les trois types, des insaturés, des saturés, puis des rien, parce qu'ils ne portent pas de nom particulier. Cette notion de saturation, elle se retrouve sur les chaînes. Donc, on va parler de chemin saturé et de chemin insaturé. Par exemple, ici, si je pars de E et que je veux me rendre en S, on fait EBFS, on passe par deux arcs saturés. C'est très simple. Si je voulais dans ce chemin rajouter de l'eau, si on reprend l'amalgame avec l'eau, je serais incapable de le faire parce que les tuyaux sont bouchés. Ils sont bloqués, on ne peut plus rien mettre dedans. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un chemin saturé. Par contre, si je fais EBCHS, donc celui qui est ici, il n'y a aucun arc saturé, aucun arc rouge. Ça signifie que je suis en capacité de passer davantage de flot à l'intérieur de ce chemin. Ce chemin-là n'est pas saturé. Alors, si vous comprenez bien, le but du jeu, c'est comme tout, ça va être de passer le maximum d'informations, donc le maximum d'eau, d'un endroit à un autre. Donc évidemment, l'idée c'est de se dire, on voudrait bien qu'au final tout soit un peu saturé, parce que ça nous permettrait d'être sûr qu'on peut passer une grande quantité d'eau, peut-être la maximale. Voilà. Et là, je sais déjà que je ne suis pas au maximum, puisque j'ai déjà un chemin qui permet le passage de l'eau dans lequel je pourrais rajouter un élément. Par contre, il y a quand même un élément qu'il faut vérifier, c'est qu'il faut regarder combien je pourrais encore passer. Si je regarde toujours ce chemin, je peux en rajouter 10 ici, 10 là, 20 là et 30 ici. Évidemment, c'est le minimum qui va m'empêcher de faire la suite. Donc ici, ce serait 10. Ça nous permet d'amener à la 6e notion qui permet de regarder ce que c'est qu'un graphe complet. Et bien justement, un graphe complet, c'est un graphe qui va permettre de passer, pour lesquels tous les chemins entre l'entrée et la sortie, tous ceux qu'on peut construire, donc vous voyez qu'ici il y en a quand même plusieurs, hein. On aurait EBFS, EBCHS, EBCFS, EBGFS, etc. Tous ces chemins-là
passe par un arc saturé. Si on a ça, on va appeler ça un graphe complet. C'est un graphe déjà qui amène une grande quantité d'eau. Ici, on s'est aperçu qu'il y en avait un qui n'était pas saturé. Donc du coup, on sait qu'il n'est pas complet. On va essayer de compenser en rajoutant justement cette quantité pour le rendre complet. Donc, je me dis, je vais donc venir sur le chemin que j'ai listé tout à l'heure et rajouter les 10 dont je me suis aperçu qui étaient manquants. Donc je rajoute 10 ici, 10 là, 10 là, 10 là. J'entre 10 de plus ici qui ressortent par ce chemin de ce côté-là. La question c'est, est-ce qu'il est bien complet? Alors pour vérifier ça, eh bien, il faut passer en revue tous les arcs possibles en se disant, ben voilà, donc là, celui-là maintenant je sais qu'il est complet. Si je pars de ce côté-là, je vois qu'a priori il est complet. Si je pars de ce côté-là, celui-ci il est complet. Si je pars en C, peut-être, celui-là n'est pas complet, donc il n'est pas saturé cet arc-là. Ici j'ai encore de la place, et ici j'ai encore de la place. Ah, zut! En effet, il y a encore une possibilité pour saturer l'élément. Donc si je passe en revue tous les chemins possibles, eh bien je regarde ceux qui ne sont pas saturés et ceux-là je les sature. Je fais ça l'un après l'autre. C'est une première méthode pour rendre le graphe complet. Donc il n'est toujours pas complet. On passe donc au suivant. Je vais reprendre donc mon graphe de départ et je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien je vais le passer ici, les éléments suivants. Donc j'ai passé les 5. Est-ce que cette fois-ci il est complet? Eh bien pour ça, je vais faire un arbre pour le justifier. Je vais donc regarder ce qui se passe au départ de E. Donc au départ de E, j'ai 3 possibilités qui me sont données. Celui vers B, celui vers C et celui vers D. Je vois bien que celui vers B et celui vers C sont saturés. Donc de toute façon, je suis bloqué sur ces 2 possibilités. Par contre, vers D, je pourrais encore rajouter puisque je n'ai que 15 sur 60. Donc peut-être que de ce côté-là, il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc je poursuis ici, ni sur B ni sur C, puisque tout chemin qui passera par ces 2 sommets serait saturé. Donc ça ne sert à rien que je poursuive mon investigation. Je vais continuer sur D, en me disant D a 2 solutions à nouveau, qui est G et H. Donc je peux aller vers G ou pour aller vers H. Vers H, je tombe directement sur un arc ici qui est saturé. Donc là, ça ne sert à rien de poursuivre, j'ai fini. Par contre, quand j'arrive à G, c'est seulement après que les 2 sont saturés. Là, je me suis rendu compte pour aller à la sortie, à chaque fois, ça passe par un élément que j'ai noté saturé. Conclusion, mon graphe, je peux dire que ce flot-là qui a été donné, il est complet, puisque chaque chemin de l'entrée à la sortie passera au moins par un arc saturé. Alors j'en profite pour vous signaler de faire très attention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la capacité ne change pas. Donc quand on parle, c'est bien le flot qui est complet, pas le graphe, peut-être contrairement à ce que j'ai dit, c'est bien le flot qui est complet, c'est-à-dire que le flot que j'ai choisi me permet d'aller de l'entrée à la sortie en passant par un arc saturé. Ça nous permet de voir donc 2 méthodes différentes pour la construction d'un flot complet. Notre première méthode est celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire on a au départ un flot qu'on a construit comme on pouvait, et ensuite on va prendre tous les chemins qui sont de l'entrée à la sortie et veiller à vérifier qu'ils sont bien saturés, et les saturer si ce n'est pas le cas. Donc c'est une méthode de construction qu'on appliquera en TP. C'est quand même mieux qu'au démarrage, on ait un flot qui soit déjà d'une bonne taille, parce que si on démarre de 0, il faut lister tous les chemins possibles, et ça prend quand même beaucoup de temps. Mais il y a une deuxième méthode, que je dirais un peu plus bourrin, mais qui peut être plus rapide et plus efficace de construction. Donc, c'est de se dire, ce que je vais faire, c'est de proche en proche. Je vais commencer par mettre le maximum au départ. Donc, je vais mettre le maximum pour passer de E vers S. Donc là, par exemple, j'ai commencé par bourrer les premiers arcs en mettant 60, 30 et 40. Puis, je vais essayer de faire prolonger ce flot de proche en proche jusqu'à la sortie. Donc, je regarde ce qui se passe. Donc, ici, je me dis, je vois bien que pourquoi j'ai mis 40 ici, c'est parce que je suis bien consciente qu'il y a 40 qui ressort.
Donc là, je fais ressortir les 40. J'ai passé 30 que je répartis d'un côté avec les 20 ici et 20 là, puisque j'ai mis 10 qui viennent ici, d'après les 60, avec 20, 30 et 10 ici. Donc voilà, et donc je me retrouve avec cette situation. Donc j'ai rempli ma deuxième rangée d'arcs en utilisant la propagation de ce que j'avais mis dans la première rangée. Le problème, c'est qu'en remplissant, je m'aperçois qu'arrivé en G, j'ai 30 plus 30 qui y arrive, ce qui évidemment est beaucoup trop par rapport à ce que j'avais en G. Et donc je vais remonter en amont sur mes flots, rectifier ici et ici, rectifier ici et ici. J'aurais pu aussi tout rectifier par là ou tout rectifier par là, hein. J'ai le choix, mais là je vais remonter en amont. Et donc ici, je vais rectifier donc les deux pour faire passer 20 seulement ici. Donc là j'ai décidé de rectifier des deux côtés. De cette façon, je fais passer les 20. Et là, je me retrouve avec 20 plus 20 plus 20, ce qui fait bien les 60. Puis 20 plus 20 plus 10, ce qui fait bien les 50 ici. Alors, je ne vais pas recommencer l'arbre. Mais si je regarde bien en partant de E, celui-là n'est pas saturé. Mais celui-ci, donc celui-ci est saturé. Celui-ci n'est pas saturé, mais juste après, les deux là sont saturés. Donc, je sais que de ce côté-là, c'est bloqué. Ici, il est saturé, donc je m'en moque. Ici, il n'est pas saturé, mais celui-ci est saturé. Celui-là n'est pas saturé, mais les deux suivants sont saturés. Donc, de toute façon, j'ai bien un arc qui passe de l'entrée à la sortie par au moins, un chemin qui passe par au moins un arc saturé. Il est bien complet. Donc, deuxième méthode possible pour construire un graphe complet. Quand on vous le demandera dans un énoncé, c'est vous qui choisirez ce que vous préférez faire de l'une ou de l'autre méthode. Mais ce sera principalement en TP que ce sera retravaillé, et là il impose la méthode. Passons à la notion numéro 8, celle du flot maximal. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on prend les deux flots complets qu'on a construits avec les deux méthodes différentes, le premier flot ici, eh bien, admet un phi0 de 105 qui correspond à 15 plus 30 plus 60. Donc on obtient un flot qui passe sur la totalité du graphe de 105. Voilà, ça c'est ce qui rentre et qui ressort. Alors que dans le deuxième, si on regarde bien, c'est 110. On a 30, 30 et 50. Et pourtant, on a prouvé que tous les deux étaient complets. Mais ce n'est pas la même valeur du flot. Et ça, c'est une notion importante. Ça veut dire que complet ne donne pas flot maximal. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un graphe complet, un flot complet, qu'on sait qu'on a trouvé le flot maximal. Sachant qu'il peut y avoir aussi plusieurs flots complets et plusieurs flots maximaux. Donc, attention de ne pas faire l'amalgame entre tout ce qu'on a fait maintenant pour avoir un flot le plus gros possible et ce qu'on doit faire pour l'avoir véritablement maximal. C'est une histoire de chance et de hasard dans la construction. Et on sait très bien qu'en maths, on ne peut pas travailler sur la chance. Donc, nous allons voir justement ce qu'on peut faire quand on passe sur un flot qui est complet. Donc, généralement, ce qu'on va voir ici se fait toujours sur un flot complet, parce qu'on pourrait le travailler de la même façon sur un flot beaucoup plus petit, même voire un flot 0, mais ça présenterait assez peu d'intérêt. L'idée ici du graphe d'écart, c'est de se dire, eh bien, essayons de voir s'il n'y a pas moyen de refaire passer de l'eau sur mes différents arcs. Est-ce que j'ai moyen de remettre de l'eau jusqu'au bout, sachant que de toute façon, j'ai toujours saturé mes différents arcs qui vont de l'entrée à la sortie? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est en disant peut-être que parfois je dois choisir un autre chemin. Renvoyer l'eau qui était, la ramener au départ pour la renvoyer par un autre chemin. Donc là, j'ai repris toujours le flot de base, celui qui a été donné, donc celui qu'on a vu comme étant égal à 105, qui n'est pas aussi grand que le 110 qu'on avait vu précédemment. Donc je reprends ce flot de 105 et je vais construire ce que j'appelle un graphe d'écart. Ce graphe d'écart mesure la quantité d'eau que je suis en capacité de passer ou de renvoyer. Donc
ici, j'ai mis deux types de flèches. Des flèches qui sont rouges, qui considèrent la quantité d'eau que je peux encore passer sur les différents arcs. Vous voyez, ici, j'ai 15. Je peux encore rajouter 45. Ici, par exemple, j'ai 10 qui passent jusque-là. Je peux encore en passer 20 ici. Là, j'ai 15, je peux encore en passer 5. Et donc, tous ces arcs que j'ai mis en rouge sont dans le même sens que le graphe d'origine, et c'est la quantité d'eau que je peux encore passer dans chacun des tuyaux pour entrer à la sortie. Vous remarquerez d'ailleurs que comme il est complet, je ne peux pas construire un chemin en rouge, évidemment, parce que si je pouvais le faire, ça veut dire que je n'aurais pas un arc saturé partout. Maintenant, j'ai construit un autre type d'arc, j'ai construit des arcs bleus. Sur ces arcs bleus, c'est la quantité d'eau que je peux renvoyer. C'est-à-dire que, comme j'ai envoyé 15 ici, je pourrais très bien imaginer que je peux envoyer, que quelque part, je ne veux pas envoyer 15, mais que je renvoie que 10. Et donc, je renvoie 5 sur le E de départ pour éventuellement lui faire trouver un nouveau chemin. Donc ici, à chaque fois que j'ai un arc où il y a du liquide qui passe dessus, un flot, eh bien j'ai un arc, ce que j'appelle arc retour, avec la quantité du flot. Donc j'ai construit deux arcs, des arcs allés qui se calculent en faisant la capacité moins le flot, mais si c'est 0, je ne les fais pas, puisque de toute façon je ne peux pas m'en servir. Et des arcs retour qui ont la valeur du flot à chaque fois, ici. Donc vous voyez bien, ici j'avais 10 en flot, j'ai 10 ici. Ici, j'avais 15 en flot, j'ai 15 ici en retour. Je les ai mis en bleu parce qu'ils sont dans l'autre sens. Remarquez bien que la flèche va dans l'autre sens. Et donc, l'intérêt, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser ce graphe pour essayer de passer de l'entrée à la sortie en se servant des arcs qui sont présentés ici. Donc, je vais partir de l'entrée ici et je vais essayer de me promener sur mon graphe pour aller jusqu'à la sortie en utilisant ou le rouge qui sont dans le bon sens ou le bleu quand je ne peux pas faire autrement. Évidemment, comme le but c'est d'avancer, je vais essayer d'utiliser le maximum de rouge et le moins possible de bleu. Donc imaginons ici, je vais me dire, je vais utiliser le rouge qui est ici, le rouge qui est là. Ah, quand je me retrouve ici au rouge qui est là, je suis coincé. Donc, si je repars ici, je ne pourrai rien en faire. Je vois bien que je ne peux pas repartir ici, je ne pourrai rien en faire. Donc, quand je fais ça et ça, je ne peux pas repartir là, je suis coincé sur celui-là. Donc, ce n'est pas un chemin intéressant. Je vais recommencer, je vais faire ça, puis au lieu de partir sur celui-là, dans le bon sens, je vais me dire, tiens, plutôt, par exemple, j'en ai un qui repart vers ici. Peut-être que je pourrais l'utiliser. Pareil, ici, je pourrais m'amuser à le renvoyer là ou le renvoyer là, mais après je suis coincé, donc je vois pas bien à quoi ça sert. Donc je pars ici, là je vais réutiliser le rouge puisqu'il existe. Ah, j'en ai un là et un là. Je vois bien qu'en fait, si je prends ça, ça, ça et ça, je suis capable en utilisant le graphe bleu et le graphe rouge, donc les différents arcs, de promener de l'entrée à la sortie. Et donc voilà ce que je vais faire. Je vais me dire, tiens, celui-ci que je veux utiliser, il a une capacité encore utilisable, ce que j'appelle la capacité résiduelle, c'est ce qui reste, de 45. Lui, il a une capacité résiduelle de 5, je peux passer 5. Lui, il en a une de 5 ici, et lui, il en a une de 15. Là, je me dis clairement, ça veut dire que le maximum que je peux passer, c'est 5. Je vais donc passer 5 de plus ici. Et comme ici, j'emploie le retour, ces 5, je vais les renvoyer. Donc, au lieu de faire ça, je vais passer 5 de plus ici. Donc, ici, je vais en passer 20. Je vais renvoyer les 5. Donc, ici, je vais passer 0. Vous voyez bien qu'en faisant ça, j'ai toujours 20 qui arrivent et 10 qui repartent. Donc, j'ai rien perdu. Mais j'ai renvoyé 5 ici. Ces 5 vont reprendre ce chemin-là, ici. Donc, je vais les ajouter sur cette ligne-là. Donc, je vais passer à 20 ici. Et puis, ils vont reprendre ce chemin-là. Je vais pouvoir les ajouter. Et ils vont passer à 50 ici. Et donc là, en faisant ça, je m'aperçois que je m'approche énormément de ce que j'ai trouvé tout à l'heure, puisque je vais passer ici à 20, 30 et 60. Je vais donc obtenir en entrée quelque chose qui sera de l'ordre de 110, c'est-à-dire pas le même flot que tout à l'heure, mais quand même la même valeur de flot phi 0 de 110 que celui que j'avais vu tout à l'heure.
Après, je devrais retracer un graphe d'écart pour regarder s'il y a à nouveau un chemin, mais là je vais vous le dire, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus de chemin possible dans le graphe d'écart et donc je ne pourrai plus améliorer. La base de ce travail, c'est la base de l'algorithme de Ford-Fulkerson qui va permettre de passer d'un flow à un flow maximal en utilisant les capacités résiduelles, c'est-à-dire ceux qui sont dans le bon sens et ceux qui sont dans le sens inverse, et en essayant de construire ce chemin à travers les capacités résiduelles. Alors, cet algorithme de Ford-Fulkerson détaillé, je ne peux pas le faire ici parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et vous finiriez par vous endormir complètement. C'est un autre travail complet, un algorithme complet à attraper. On ne servira du graphe d'écart plus en le dessinant mais à travers un tableau et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que c'était à peu près clair et je vous dis à bientôt.